L'anémie hémolytique auto-immune est une maladie auto-immune, comme son nom l'indique, qui est rare. Le principe commun à ces maladies, c'est un dérèglement du système immunitaire qui conduit à la production, en l'occurrence là, d'anticorps, qu'on appelle des auto-anticorps, puisque dans cette maladie, les anticorps produits par le patient lui-même ciblent directement ses propres globules rouges, comme s'il s'agissait de globules rouges étrangers. C'est une maladie qui peut affecter toutes les tranches d'âge. Il y a une discrète prédominance féminine dans la population adulte et dont la conséquence principale est donc une anémie. L'anémie, ça se définit en médecine par une baisse du taux d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le principal constituant des globules rouges. C'est ce qui transporte l'oxygène à tous les tissus et qui a un rôle fondamental pour la survie des cellules et le bon fonctionnement des tissus. Donc, quand cette maladie se développe, les anticorps se fixent sur les globules rouges du patient et les globules rouges sont détruits très rapidement, soit dans la rate, soit dans la circulation. Il s'ensuit donc tous les symptômes qui ont trait à l'anémie, à savoir une fatigue d'intensité variable qui peut être assez marquée. La rapidité d'installation aussi variable d'un patient à l'autre, ça peut être très brutal en l'espace de quelques heures dans certaines formes. Parfois, la fatigue s'installe sur plusieurs jours, voire quelques semaines de façon progressive. Outre cette sensation de fatigue générale, les symptômes classiques d'une anémie, quel qu'en soit le mécanisme, sont l'essoufflement. Lorsqu'on fait un effort, on court après un bus, on se sent essoufflé. Les palpitations, parce que le cœur s'accélère pour pallier à ce manque d'oxygène. Il peut y avoir d'autres symptômes dans ce cas particulier d'anémie hémolytique auto-immune, que sont notamment l'ictère. L'ictère, c'est la jaunisse en pratique, parce que la destruction des globules rouges libère un certain nombre de pigments dans la circulation, dont la bilirubine, qui donne cette coloration jaune à la peau et aux muqueuses. Et ces mêmes pigments sont éliminés en excès par le rein et les urines. Et donc souvent les patients constatent d'eux-mêmes des urines anormalement foncées, qui peuvent parfois aller même jusqu'à une coloration rouge porto, qui peut faire errer le diagnostic en pensant que c'est du sang. Et en fait, c'est de l'hémoglobine libre qui passe dans les reins, c'est de la bilirubine qui est en excès, et ce n'est pas du sang qui passe dans les urines. La maladie s'est déclarée de manière assez subite, en fait. Je me suis retrouvée du jour au lendemain avec une fatigue extrême. J'étais tellement fatiguée que j'avais du mal à marcher, j'ai du mal à monter les escaliers. Enfin, c'était assez surprenant. Et j'ai eu cette manifestation pendant 2 jours. S'en est suivi aussi d'autres manifestations comme des urines assez foncées, d'une couleur plus ou moins rouge, marron. Et puis au bout de 2 jours, j'ai décidé d'aller consulter. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez mon généraliste qui m'a directement envoyée en urgence. En fait, j'avais un ictère, j'étais jaune, toute la peau était devenue jaune. Et j'étais toujours aussi fatiguée que les 2 premiers jours. Donc c'est vrai que je commençais un petit peu à m'inquiéter sur mon état de santé. Et puis à l'hôpital, j'ai fait une prise de sang. Et c'est à ce moment-là, quelques heures après, qu'on a diagnostiqué l'anémie hémolytique auto-immune. Il est très facile de reconnaître une anémie puisque le taux d'hémoglobine est bas. Ensuite, tout le travail de diagnostic va consister à trouver donc le mécanisme de cette anémie. Et sur certains paramètres biologiques assez simples, nous pouvons faire la part des choses et rattacher cette anémie à un mécanisme dit d'hémolyse, donc de destruction accrue. Et enfin, par le biais d'un test qu'on appelle le test de Coombs direct, on met en évidence la présence d'anticorps fixés à la surface des globules rouges. Et donc la conjonction d'une anémie, de mécanismes hémolytiques, avec ces auto-anticorps fixés sur les globules rouges nous permettent de retenir le diagnostic d'anémie hémolytique dite auto-immune. Généralement, ça prend quelques heures, parfois ça peut prendre quelques jours si on ne pense pas tout de suite à ce type de maladie. Une fois le diagnostic posé, la question qui vient ensuite, c'est est-ce que cette maladie survient de façon isolée ou est-ce qu'elle révèle ou s'associe à une maladie sous-jacente. Donc quand on cherche, dans un cas sur 2, chez l'adulte, on trouve une maladie associée sous-jacente avec un lien de cause à effet. Ça peut être une autre maladie auto-immune, comme un lupus par exemple, ça peut être des lymphomes, qui sont des tumeurs malignes des ganglions, ça peut être des déficits immunitaires. Il y a une liste assez importante de maladies qui peuvent être associées et
conférer un risque accru d'anémie hémolytique auto-immune. Donc on fait un screening avec un scanner, on fait certaines prises de sang complémentaires pour savoir si oui ou non cette maladie est isolée, c'est une forme primitive ou une forme associée. C'est important parce que ça peut influer à la fois sur le pronostic et sur les modalités de prise en charge. Les corticoïdes n'ont pas fait tout de suite leur effet, donc c'est pour cela qu'on a été obligé de me transfuser. Donc j'ai eu plusieurs transfusions de sang pour permettre de maintenir mon taux d'hémoglobine à un seuil un peu plus élevé et d'attendre le bon fonctionnement des corticoïdes. Le problème de la transfusion dans cette maladie, c'est que les mêmes anticorps qui agressent les globules rouges du patient ont aussi un effet nocif sur les globules rouges que vous allez transfuser. Et du coup, le rendement de cette transfusion va être très faible et minime, et c'est simplement pour maintenir le taux d'hémoglobine à flot et de passer un cap difficile, mais en aucun cas c'est un traitement adapté. Le traitement, la pierre angulaire, c'est ce qu'on appelle la corticothérapie, la cortisone, et c'est dérivé à des doses fortes, par voie intraveineuse au début ou par voie orale, qui permettent de stopper le processus de dérèglement du système immunitaire dans environ 80% des cas. Donc la majorité des patients répondent à ce type de traitement. Le traitement ne faisant pas vraiment son effet, les médecins ont décidé de m'adresser à un centre de référence. C'est à ce moment-là que j'ai été en réanimation. Donc voilà, ils ont continué à me faire des transfusions, j'ai continué les corticoïdes et dans un deuxième temps, j'ai eu droit à 2 doses de rituximab, une biothérapie, pour me permettre de diminuer la durée de prise des corticoïdes. La limite, c'est pas tant la résistance au traitement, mais juste la dépendance au traitement et avec les effets secondaires bien connus de la cortisone à moyen et long terme. Et donc on a des stratégies, notamment un traitement qui s'appelle le rituximab, en deuxième ligne qui permet généralement de raccourcir la durée d'évolution de la maladie et de raccourcir l'exposition aux corticoïdes. Et enfin, dans des cas plus complexes ou durables, on peut être amené à faire une splénectomie, c'est-à-dire à retirer la rate, qui est le site de destruction principal des globules rouges dans cette maladie. La première semaine d'hospitalisation a été un petit peu compliquée, j'ai été très anémiée, très fatiguée. Je manquais d'oxygénation aussi, c'est-à-dire que le cerveau n'était pas assez oxygéné, ce qui fait que je n'ai pas vraiment de souvenir très clair de ce qui m'est arrivé la première semaine. Je me souviens d'avoir été hospitalisée, je me souviens un petit peu de ce qui s'est passé autour de moi, mais malheureusement pas vraiment en détail. Le traitement a commencé à faire son effet, que ce soit les corticoïdes ou après le rituximab. Ça m'a permis de changer de service et de passer de réanimation en médecine interne. Donc là, c'est un moment de joie, on va dire, parce que on peut se déplacer, on peut se lever, on peut commencer à marcher. Et c'est vrai que ça a été un moment assez intense dans l'hospitalisation. Je suis restée un petit peu moins d'une semaine en médecine interne. La situation commençait à s'améliorer, les analyses aussi. J'ai retrouvé la capacité de faire des gestes du quotidien. Donc c'était à ce moment-là que tout allait un petit peu mieux, que les médecins m'ont permis de sortir et de rentrer chez moi, toujours sous traitement, mais avec plus de liberté. C'est vrai que le retour à la maison aussi a été vraiment un moment très agréable, mais pendant quand même quelques semaines, j'ai eu besoin un petit peu d'aide parce que l'anémie n'était pas non plus complètement résolue. Donc c'est vrai que pendant, allez, on va dire 3 semaines, 1 mois, j'ai eu besoin encore un petit peu d'aide dans les tâches ménagères, dans tout ce qui était le quotidien, pour réapprendre à vivre correctement et puis à récupérer aussi, parce que pendant cette hospitalisation, j'ai perdu 4 kilos en 15 jours, beaucoup de muscles. Et c'est vrai que rien que le fait de remarcher a été très compliqué et au début même douloureux. Donc voilà, je pense que vraiment la famille, c'était le plus important dans ce moment un petit peu compliqué et je les remercierai jamais assez de tout ce qu'ils ont fait pour nous. C'est une maladie qui a un potentiel de rechute non négligeable, donc même une fois que les choses sont calmes, que le patient est en rémission, qu'on peut arrêter les traitements, généralement ça implique une surveillance de quelques années pour s'assurer de l'absence de récidive. Pour l'instant, j'ai des bilans à faire tous les mois environ. Et puis je vais être suivie donc, par mon médecin référent pendant aussi quelques années. Et là, ce sont des rendez-vous environ tous les 3 mois pour l'instant. Voilà. Qui j'espère vont s'espacer de plus en plus au fil du temps. Après 6 mois de traitement, maintenant je vais pouvoir tout simplement arrêter le traitement
Et donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui continue, qui commence au choix, je ne sais pas.